La Grénothèque de la médiathèque de Lourdes se propose aujourd'hui de vous parler des plantes mellifères. Alors c'est parti, c'est tout chaud, c'est Radio Gréno. Le sujet d'aujourd'hui a été choisi par Anaïs, à qui j'en profite pour faire un petit coucou, et j'en profite également pour remercier tous les gens qui m'ont manifesté leur sympathie à travers des petits messages. J'avoue que quelquefois, toute seule devant mon ordinateur, je me sens un peu idiote, donc ça me donne vraiment envie de continuer. Allez, c'est parti. Pourquoi les plantes mellifères sont importantes? Eh bien, en attirant les abeilles chez vous, vous allez avoir une meilleure pollinisation de vos fruits et de vos légumes et vous participez à la biodiversité. Alors, des abeilles, il y en a certes des mellifères, c'est ce qu'on appelle l'abeille domestique, mais il y en a pas moins de 990 espèces sauvages en France. Et elles aussi participent à la bonne santé de votre jardin et à la fertilité de vos fleurs et de vos légumes. Donc, ne soyons pas sectaires. Accueillons toutes les butineuses, quelles qu'elles soient. En plantant des plantes mellifères, vous aurez aussi la visite d'insectes auxiliaires, qui quelquefois sont des prédateurs d'insectes ravageurs. Et vous reverrez également passer des papillons. Moi, c'est quelque chose qui me manque. J'ai été petite dans les années 60 et j'ai des grands souvenirs d'envolées de papillons. Tous ne sont pas des pestes, comme la pierride du chou. Et avoir des plantes mellifères, c'est aussi les accueillir. Le principe est le suivant, les fleurs attirent les insectes par la beauté de leur couleur ou par leur parfum. Ils viennent y prélever du nectar, se barbouillent de pollen et repartent polliniser les fleurs voisines. Certains insectes, comme l'abeille domestique, prélèvent également le pollen. Vous avez dû voir passer les abeilles avec leurs petites pelotes collées aux pattes, mais le pollen est un plus. Une grande famille va accueillir les insectes, c'est la famille des lamiacées ou encore l'abiacée ou l'abier, des plantes aromatiques dont la lavande fait partie, on en a parlé récemment. La caractéristique de ces plantes, c'est un labelle, une petite lèvre qui dépasse à la partie inférieure des fleurs et qui sert de piste d'atterrissage aux insectes qui viennent prélever le nectar. Une autre des caractéristiques de ces plantes, c'est d'avoir des tiges de section carrée. Cela se voit très bien par exemple chez la menthe ou chez la mélisse. Et cela distingue en particulier le lamier de l'ortie à qui il ressemble furieusement. Lamier que l'on appelle aussi ortie morte parce qu'il a le bon goût de ne pas piquer le passant. À côté de la variété sauvage, vous trouverez une variété cultivée dont les feuilles sont tachées d'argent et qui permet d'apporter des notes claires dans les plates-bandes. Une bonne vivace rustique. Vous pourrez installer dessous le tapis de lamier argenté un tapis de bulbes qui donnera des fleurs au printemps. Le lamier est une plante qui est peu utilisée chez nous et c'est dommage parce qu'elle est très solide. Les Anglais en ont obtenu beaucoup de cultivars avec des marbrures très originales et des floraisons qui varient entre le jaune et le rose vif. Dans la famille des labiers, vous trouverez aussi beaucoup de plantes qui peuvent être utilisées en cuisine ou alors en phytothérapie. Et je vais vous en faire une petite liste alphabétique. Alors la première, c'est l'agastache Pheniculum, donc qui a goût à fenouil. Son parfum anisé est apprécié dans la cuisine asiatique. Suivant les variétés, on y trouve des notes d'anis, de réglisse, de menthe et de bergamote. Son nom agastache vient du mot agavos qui veut dire magnifique. Elle fleurit en faisant des genres de petits pompons allongés qui s'apparentent un peu à la floraison de la menthe. Le deuxième, le basilic. Alors le basilic indispensable dans la cuisine italienne et ingrédient central du pistou, mais il peut être aussi utilisé de façon différente en tisane digestive, en inhalation contre le refroidissement, l'auriez-vous cru, et ces graines de basilic permettent aussi de concocter une boisson rafraîchissante. Alors bien sûr, des graines
de basilic bio. Plongées dans l'eau, elles développent un mucilage à leur surface. Ce mucilage se dilue rapidement. Vous allez remuer cette eau de façon à ce que le mucilage disparaisse, la filtrer, la sucrer légèrement et à vous des boissons originales pour l'été. Dans la famille des basilics, vous aurez aussi le basilic thaï qui sent l'estragon, le basilic à feuilles de laitue qui tend plutôt vers l'anis et le basilic sacré qui présente des notes de cannelle et de clous de girofle. Ensuite, la marjolaine, dont la cousine, la marjolaine bâtarde, s'appelle aussi origan. On la trouve sur les talus secs. Elle est souvent couverte de papillons et d'abeilles. La marjolaine est calmante, antispasmodique, expectorante et vulnéraire, c'est-à-dire qu'elle soigne les blessures. Si vous en avez des quantités, vous pouvez faire un bain relaxant. Personnellement, je l'utilise sur les pissaladières de la façon suivante. Je hache des fleurs menu avec des ciseaux de cuisine. J'incorpore un peu d'huile, je sale et je me sers de cette préparation parsemée sur les pissaladières pour apporter un bon parfum d'origan. Le fait de rajouter de l'huile empêche que ça brûle au four. Cette mention du bain et des quantités de plantes récoltées me fait penser à la question suivante. Pour être efficace, si on dispose de grandes surfaces, c'est préférable de cultiver beaucoup de plantes mellifères. La question ne se pose pas si l'on ne dispose que d'un petit balcon. Donc rien ne vous empêche, si vous disposez d'espace, d'avoir des océans de basilic ou des armées de marjolaine. Le souci, souvent à la fin, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Alors le bain, c'est une bonne alternative. On peut soit utiliser les plantes fraîches, alors on en remplit un gant de toilette et on le suspend sous le robinet d'eau bouillante, ou on peut préparer à l'avance des pochons de plantes sèches enveloppées de gaz. Ça fait d'ailleurs de sympathiques cadeaux faits maison. Et vous pouvez aussi, par exemple avec le basilic, préparer des beurres. Donc en fin de saison, vous vous retrouvez avec des plantes qui ne vont pas tarder à geler et à devenir toutes noires. Et la conservation du basilic, c'est un peu un problème parce que séché, il noircit et perd beaucoup de son arôme. Donc, recette du beurre de basilic. Vous ramassez vos feuilles en fin de saison, vous les lavez, vous les essorez et surtout vous les laissez bien sécher. À la suite de quoi vous allez les hacher fin, ça peut être haché au mixeur. Et vous les incorporerez immédiatement à du beurre en pommade. Vous ajustez ça à vos quantités de basilic. Vous obtenez un beurre vert que vous allez mouler en forme de saucisson sur un papier sulfurisé et le saucisson, une fois enveloppé, vous le mettez au congélateur et à vous, au fil de l'hiver, les truites au basilic et toutes les préparations qui ensoleilleront vos papilles. Autres usages qui vous permettront de multiplier les plantes mellifères sur votre terrain. L'utilisation du romarin rampant dans des pentes, comme couvre-sol par exemple, qui en plus a une action désherbante et qui va vous garder les pentes propres. Floraison en février, les abeilles adorent. Les petites haies de thym à l'intérieur du potager, en bordure, qui vont servir de refuge aux coccinelles, vous les verrez sortir au printemps, c'est assez extraordinaire. Quand vous taillerez vos plantes mellifères, et si vous n'êtes pas adepte des bains parfumés, vous pourrez toujours faire des paillages odorants dans votre jardin. Beaucoup de plantes aromatiques ont une action contre les insectes nuisibles. Vous pourrez à ce propos consulter les publications récentes qui parlent de traitements à base de plantes aromatiques. Une autre application, c'est de fabriquer ce que l'on appelle les eaux détox, des eaux rafraîchissantes et non caloriques que l'on prépare un peu à l'avance en été, et je vais vous en parler à propos de la menthe. La menthe, décongestionnante, bienfaitrice des muqueuses, bactéricide, ce n'est pas pour rien qu'on suce des pastilles de menthe pour avoir bonne haleine, bienfaisante également contre les piqûres d'insectes, et on peut en frotter la piqûre pour être soulagé, antispasmodique, calmante, tonique du système nerveux, rien que ça.
Voilà, attention, quand vous installez de la menthe, soit vous lui dédiez un terrain entier parce qu'elle va galoper partout et que vous n'aurez plus que ça, ou si vous voulez la mélanger dans une plate-bande d'aromatiques avec d'autres plantes, je vous conseille la plantation corsetée. Alors qu'est-ce que c'est que la plantation corsetée? Il ne s'agit pas d'un retour au 19e siècle, mais de la technique suivante. Vous allez vous procurer soit un grand pot en plastique dont vous aurez enlevé le fond, soit c'est pas mal non plus une grande boîte de conserve format cantine ouverte des deux côtés. Donc le tube obtenu, vous allez l'enterrer de façon à ce qu'une des extrémités soit au ras de la surface et vous y planterez la menthe. Elle pourra ainsi grandir sans déborder sur les voisines. Surveillez tout de même les petits brins qui voudraient s'évader. Alors dans les menthes, on a toutes sortes de variétés, de la menthe qui a goût à orange et même dernièrement j'ai vu de la menthe qui a goût à chocolat. Ça peut être la base d'une collection et de dégustation intéressante. Ensuite, la monarde, peu connue et pourtant elle a servi de substitut au thé. À la fin du XVIIIe siècle, en Amérique, les colons excédés par la hausse des taxes sur les produits d'importation l'avaient même utilisé en place du thé anglais importé et c'était les Indiens natifs qui leur en avaient indiqué l'usage. La monarde a un petit côté échevelé qui ne plaira pas à tous, des pétales irréguliers plantés dans une petite tête ronde. Ces pétales peuvent être rouges ou roses. Ils sont utilisés, ainsi que les feuilles, pour leur goût à la fois frais et épicé. On peut en faire usage sous forme crue, par exemple dans des salades, ou des salades de fruits pour les pétales, ou bien sous forme de tisane et d'infusion. La monarde est un antiparasitaire et un bon antibactérien. En plus d'une huile essentielle spécifique, elle contient également du thymol qui est présent dans le thym. Mais revenons aux eaux détox dont je devais vous parler. Alors une eau détox, c'est l'abréviation de détoxifiante, ce qui n'est pas facile à retenir. On aurait pu parler de trempette de fruits et de légumes, puisque c'est ainsi que l'on procède. Il s'agit de laisser reposer dans de l'eau au frais des morceaux de fruits, de légumes, ainsi que des herbes parfumées, et on sert quand la trempette est finie. Au bout de 5 à 9 heures, on n'est pas obligé d'utiliser beaucoup d'ingrédients, quelques branches de menthe dans un pichet, c'est déjà une boisson intéressante, même si le mélange concombre-menthe est nettement plus détonnant. À vous de laisser parler votre imagination. Encore des labiers pour continuer. La sarriette, qu'on appelle en Provence le poivre d'âne, le pèbre d'Az. 2 sortes de sarriette, l'annuelle à feuilles tendres et la vivace qui a des feuilles nettement plus dures. Considérée comme aphrodisiaque, elle était vue avec suspicion dans les couvents. Elle stimule et équilibre le système nerveux, soigne les plaies de la bouche et de la gorge, ainsi que les ulcères. En allemand, elle est appelée herbe à haricots, et cela s'explique puisque si on l'ajoute aux haricots, en fait on réduit énormément les flatulences qui en résultent. Bactéricide et antiparasitaire, ces 2 dernières qualités ayant été prouvées par des études à Montpellier entre 1970 et 1980. La sauge qui est traditionnellement l'herbe des femmes, que l'on appelle aussi la toute bonne, qui est stimulante, antisudorale, dépurative et qui apparemment sécréterait ce que l'on appelle des œstrogènes-like, c'est-à-dire des œstrogènes d'origine végétale. Connue pour ses capacités à limiter la transpiration, elle peut être utilisée soit en bain, soit en bain de pied. En bain, elle est également appréciée contre les rhumatismes. On peut l'utiliser réduite en poudre, soit dans les chaussures pour une action désinfectante et antisudorale, soit comme tabac pour asthmatiques, mais c'est le genre d'usage qui a été complètement abandonné. Je ne vous engage pas à vous soigner de votre propre chef avec des plantes, mais vous conviendrez qu'une petite tisane de temps en temps ne doit pas faire de mal vu toutes les qualités dont on parle ces plantes aromatiques. Ne vous en privez pas.
Les abeilles ont bien compris qu'au lieu de se précipiter sur un seul type de végétal, multiplier les sources de nectar et de pollen était plutôt une bonne idée et la garantie d'une bonne santé. On va continuer à aider les butineuses en plantant au jardin de la mélisse, une odeur citronnée et des qualités digestives qui sont bien connues, puisqu'il existait autrefois une eau de mélisse des carmes boyées que l'on donnait sur un sucre aux enfants et aux personnes nauséeuses, et c'était ma foi bien efficace. Sa saveur citronnée se marie très bien avec une salade de fraises, glissez-en une ou deux feuilles dans votre préparation. Attention, de même que la menthe, la mélisse a tendance à envahir les plates-bandes. Procurez-lui à elle aussi un corset pour l'empêcher d'envahir ses voisines. Et pour finir, le thym. Alors on dit que le thym est né dans les larmes de la belle Hélène. C'est un très puissant antiseptique. Il est vermifuge et il est utile en cas de rhume, de toux, de grippe, d'angine, d'asthme, de courbatures, de migraines et de fièvre. En bain, il est excellent contre les rhumatismes, les problèmes de bronches et les problèmes de peau. Il existe un thym citronné qui a une saveur un peu moins camphrée et qui peut tout à fait s'incorporer dans les salades de fruits et accompagner le poisson. L'hysope enfin, qui est peu connu mais qui a des qualités pectorales, sudorifiques, c'est-à-dire qu'elle va favoriser l'élimination par la transpiration, stimulante, bénéfique dans les affections des voies respiratoires, toux, bronchite, asthme et très bien en gargarisme. On la préconise aussi en application sur les entorses et les foulures. Voilà, multipliez dans votre jardin à l'usage des abeilles et des butineurs, que ce soit les insectes ou les papillons, toutes ces belles plantes de la famille des labiacées, lamiacées, labiées qui vont les combler d'aise. Et si vous voulez utiliser ces plantes à votre usage, en dehors de la cuisine, vous pouvez consulter des ouvrages, mais c'est quand même auprès des herboristes que vous trouverez les meilleurs conseils. Voilà, j'ai bien conscience que on n'a fait qu'effleurer le domaine des plantes mellifères à installer au jardin. Donc Anaïs, la semaine prochaine, on attaquera un deuxième volet, cette fois-ci avec des plantes qui sont uniquement à usage décoratif, ce qui fait qu'on pourra en voir bien davantage sur le même tome. Voilà, c'était Annick Valéry pour Radio Gréno. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous le mieux possible.